Programme télévisé. Elvis. Il a fait l'objet d'innombrables documentaires télévisés, de centaines de livres et de milliers d'articles de journaux et de magazines. Il vaut plus aujourd'hui que ce qu'il valait à l'apogée de sa carrière. Elvis Presley génère encore des revenus de plus d'1 demi-milliard de dollars chaque année. Son talent, sa renommée et son influence sont si durables qu'Elvis ne pourra jamais vraiment mourir. D'ailleurs, plusieurs personnes croient que le King vit toujours et que sa mort en 1977 était pour lui la seule façon prudente de prendre sa retraite. Pendant plusieurs années, des rumeurs persistantes ont voulu qu'Elvis soit encore en vie. Dans quelques instants, vous allez entendre les témoignages de détectives privés, d'anciens agents fédéraux et d'exégètes qui détiennent des preuves renversantes que le King est encore en vie. Le 16 août 1977, le monde entier est plongé dans le deuil en apprenant que Elvis Presley, le roi du rock'n'roll, est décédé. Il y a eu les documents, le cercueil ouvert, les bulletins de nouvelles, un cortège funèbre interminable et même un acte de décès. Mais Elvis a-t-il vraiment quitté ce monde pour toujours? Gail Giorgio, auteur d'un livre intitulé « Elvis est-il vivant ?», croit qu'Elvis a simulé sa propre mort et qu'il est encore en vie aujourd'hui. En 1977, elle a entrepris d'écrire un roman fondé sur cette hypothèse intitulé « Orion ». Eh bien, c'est le 16 août 1977 que j'ai appris, comme tout le monde, que Elvis Presley était décédé. Environ 3 jours plus tard, après avoir écrit plusieurs articles sur Elvis pour le journal, eh bien, j'ai décidé d'écrire un roman. Je l'ai intitulé Orion. C'est l'histoire fictive d'une superstar dont la mort aurait été simulée. Je voulais tenter de capter dans son essence l'âme d'une personne comme Elvis Presley. J'ai finalement vendu Orion à Simon & Schuster et j'ai reçu l'imposante avance de 60 000 $. On a également prévu une campagne de promotion et tout le tralala pour ce bouquin, et puis ensuite, il est sorti. Mais peu de temps après qu'il soit sorti, on n'arrêtait pas de me téléphoner pour me dire que mon bouquin était introuvable. Une femme de Pennsylvanie m'a appelé pour me dire qu'elle avait essayé de l'obtenir en librairie et que la propriétaire lui avait dit que 2 hommes en complet étaient venus récemment pour acheter tous les bouquins. Eh bien, alors j'ai appelé à New York, j'ai laissé mon nom et puis on ne m'a jamais rappelé. Alors, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi payer une auteure? Vous savez, ça remonte déjà à quelques années. Une avance de 60 000 $, c'était une belle somme pour un premier livre. Pourquoi payer une auteure si on ne met pas son livre en librairie? Je veux dire, c'est illogique, ça n'a pas de sens. Eh bien, personne ne me rappelait. Alors, j'ai même appelé le distributeur et il m'a dit, on m'a demandé de retirer le livre. Entre-temps, un investigateur du département du shérif du comté de Los Angeles a eu une expérience étonnamment similaire. Son nom est Monte Nicholson. Le livre de Gail Giorgio, Orion, et mon livre, L'arrangement Presley, ont été écrits, je dirais, à peu près à la même époque, de part et d'autre du continent. Gail Giorgio et moi n'avions jamais entendu parler l'un de l'autre. Et pourtant, on relatait exactement les mêmes faits entourant le mystère de la prétendue mort d'Elvis. Et ces faits provenaient de différentes sources. D'autres coïncidences se sont produites. L'arrangement Presley, mon propre livre, et celui de Gail également, Orion, a disparu des étagères peu de temps après sa publication. J'ai demandé à mon agent de publicité de m'expliquer cet étrange phénomène, pourquoi des amis à moi, en se rendant dans une librairie pour commander le bouquin, s'étaient vu refuser la commande. Il m'a dit qu'en 35 ans de métier dans l'édition, il n'avait jamais rien vu de tel. Et quand j'ai parlé à Gail Giorgio, elle m'a dit que le même scénario s'était produit aussi,
avec Orion. Les romans fictifs que sont Orion et l'arrangement Presley se rapprochaient-ils trop de la réalité? Presque immédiatement après l'annonce de la mort d'Elvis, des questions troublantes qui étaient restées sans réponse ont refait surface. Pourquoi la police de Memphis a-t-elle officiellement fermé le dossier sur la mort d'Elvis Presley avant même qu'il n'ait été médicalement ou scientifiquement possible de déterminer pourquoi et comment il est décédé? Pourquoi tous les contenus gastriques ont-ils été détruits avant l'autopsie? Rappelez-vous, ceci va à l'encontre des procédures d'autopsie. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu d'enquête du médecin légiste? Pourquoi le bureau du représentant du ministère public du district de Shelby County n'a-t-il jamais été officiellement avisé pour déterminer en fait si on avait violé des lois criminelles? Pourquoi toutes les photos qui ont été prises sur les lieux du décès ont-elles disparu? Pourquoi toutes les notes prises par le médecin légiste qui a constaté la mort d'Elvis, pourquoi ont-elles disparu des dossiers officiels? Et tous les rapports toxicologiques, pourquoi ont-ils disparu des dossiers officiels? Gail Giorgio a obtenu une copie du fameux rapport d'autopsie d'Elvis. Elle et moi l'avons examiné minutieusement. En 18 ans, j'ai eu l'occasion d'étudier plusieurs rapports d'autopsie et j'ai moi-même pu assister à plusieurs de ces autopsies également. Je suis donc bien au courant de ce qui se passe dans une autopsie et je suis bien au courant de ce que contient un rapport d'autopsie. Ce sont des rapports très complets, détaillés. Ils nous donnent le poids et la taille des organes, la coloration de la peau. Ils renseignent sur le pourcentage d'obstruction dans le système cardiovasculaire du sujet. Ils précisent la coloration de la peau, le poids de la personne, si le sujet a été victime d'un meurtre ou s'il y a des preuves de meurtre. Et en général, ces rapports d'autopsie font 40 ou 50 pages en tout. Et ils sont très complets. Alors que le rapport d'autopsie que j'ai examiné avec Gail ne faisait que 2 pages en tout. Il ne contenait aucun des renseignements pertinents qu'on retrouve normalement dans un rapport d'autopsie. Et dans le cadre de n'importe quelle enquête normale de ce genre, ce rapport d'autopsie serait incomplet et inacceptable. Et à mon avis, tout coroner qui présenterait un rapport d'autopsie de ce genre devrait lui-même faire l'objet d'une enquête. Plusieurs supposent que le corps exposé dans le cercueil ouvert lors de la veillée mortuaire n'était pas du tout celui d'Elvis Presley. Vous savez, la plupart des gens qui passaient devant le cercueil ouvert disaient ensuite « ça ne ressemble pas à Elvis Presley ». Ils disaient que son nez était retroussé, Elvis avait un nez très classique, au contraire. On a aussi remarqué des gouttes de sueur sur la dépouille dans le cercueil ouvert. Et, vous savez, un corps mort ne sue pas. Gene Smith, le cousin germain d'Elvis Presley, a été très proche du King tout au long de sa vie. Lui non plus n'a pas cru que le corps qui reposait dans le cercueil ouvert était celui de son cousin Elvis Presley. Quand on a vu la dépouille pour la dernière fois, je suis resté devant assez longtemps. Je l'ai regardé, j'ai regardé ses mains, vous savez. Évidemment, il cassait souvent des briques avec ses mains. Il avait des durillons sur ses mains et il avait de bonnes grosses jointures. Son nez était assez retroussé. Son favori droit était décollé. Il dépassait d'environ, je dirais, d'environ 2 centimètres. Et ses cheveux étaient... On aurait dit qu'il y avait des morceaux de cheveux qu'on avait collés. Ça avait l'air très bizarre. Et ses mains étaient... Elles m'ont semblé aussi douces que la peau d'un petit bébé, vous savez. Et il m'a semblé avoir vu de la sueur à la naissance de ses cheveux. C'était peut-être de la sueur ou peut-être de la colle, j'en sais rien. Mais je n'ai jamais cru que c'était lui. Maria Columbus, coprésidente d'un des plus vieux clubs d'admirateurs d'Elvis, a été choquée en apprenant la mort d'Elvis. Elle a immédiatement contacté le père d'Elvis, Vernon Presley. Et il nous a demandé de ne pas venir. Il a dit qu'il voulait que nous venions à Memphis 1 semaine plus tard. Il disait que c'était trop agité, qu'il y avait trop de monde partout, la presse était là. Tous les membres de la famille qu'on avait rejoints et qui avaient confirmé leur venue à Memphis et que ce serait plus tranquille et plus profitable de lui parler
une semaine plus tard. Alors on a accepté. On est arrivé la semaine suivante et l'atmosphère c'était une atmosphère fabriquée, c'était irréel. Quand on est arrivé au mausolée, il y avait une atmosphère de carnaval. On vendait même du pop-corn et des fruits. Il y avait plein de monde qui courait partout et plein de monde debout devant les portes du mausolée qui se faisait photographier avec les gardiens de sécurité. C'était tout à fait irréel. On aurait cru que c'était un coup monté. Et on n'a pas senti que son esprit était là. On sentait une froideur et que c'était une plaisanterie. C'est cette semaine-là qu'on a vu une copie de l'inventaire de la succession d'Elvis. Il faisait 84 pages en tout, mais en fait, il en manquait tout autant. Il y avait un tas de choses qui manquaient et qui auraient dû y figurer. C'était un inventaire de tout ce qui se trouvait à Graceland à l'époque. Il n'y avait aucune photographie de sa mère sur la liste, aucune photo de sa fille. Ses journaux intimes avaient disparu. La plupart de ses bijoux avaient disparu. Il y avait peut-être bien 5 bijoux qui figuraient sur la liste et tout le monde sait qu'Elvis adorait les bijoux et qu'il avait énormément de bagues, de montres, de colliers et de pendentifs. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait des voitures qui manquaient. Il manquait un avion aussi. C'était pas croyable. Et on parlait à des admirateurs qui étaient toujours là et qui avaient vu Elvis dans son cercueil et qui disaient que c'était pas lui du tout. L'emplacement même de la tombe a fait naître des doutes dans l'esprit de Maria. Vernon a fait graver le nom de son fils sur la pierre tombale avec 2 A, même si Elvis avait officiellement changé l'épellation de son nom sur son acte de naissance pour un A au lieu de 2. Il épelait son nom avec un seul A. Il signait ses contrats avec un seul A. Son contrat de mariage avait un seul A et ses papiers de l'armée avaient un seul A. Autre fait étrange, l'emplacement des tombes dans la concession funéraire. Elvis n'est pas placé près de sa mère. Il est entre sa grand-mère et Vernon. Ce n'est pas ce qu'Elvis avait toujours voulu. Et ses admirateurs l'ont d'ailleurs fait remarquer à plusieurs reprises. Mais y avait-il des preuves qu'Elvis était encore en vie? Environ 4 mois après l'annonce de la mort d'Elvis, Mike Joseph et sa famille sont venus à Graceland pour examiner et photographier la tombe d'Elvis. La veille du jour de l'an 77, j'ai amené ma femme, mon fils et mon neveu à Graceland. On venait d'ouvrir les portes du Memory Garden, là où Elvis avait été mis en terre. On a dû rester 1 heure, et ensuite on s'est remis en route vers la maison. Les photos que j'avais prises, je les ai fait développer, et je les ai regardées, et je les ai rangées. Un jour, après avoir lu un livre, j'ai décidé de regarder mes photos à nouveau. Je les ai sorties de l'enveloppe, et cette fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur une des photos au cours des années où je les avais examinées, mais pas étudiées de près. Mais le soleil plombait sur la photo, de sorte que j'ai pu repérer une forme assise derrière la porte vitrée, une ombre dans l'entrée. Par simple curiosité, non pas que je savais qui était là, j'ai voulu en savoir plus long. Alors j'ai pris la loupe de mon fils et je l'ai placée sur la photo. Et après l'avoir éloignée pour avoir une image visible de cette photo, ça a été un choc. Je n'en croyais pas mes yeux. Mon Dieu, c'était Elvis Presley assis derrière la porte, qui regardait tous ces fans qui passaient devant sa tombe. J'ai fait analyser les négatifs par Kodak et finalement, Kodak m'a assuré qu'il s'agissait des négatifs originaux. Ils n'ont jamais été modifiés d'aucune façon. Les photos avaient été développées en séquence, sans que le négatif ait été coupé. Puisque c'était des originaux, on pouvait relever le numéro d'émulsion. Le film avait été fabriqué en 1977. Sur chaque rouleau de film qui est fabriqué, il y a une date de fabrication et un numéro d'émulsion. On ne pourrait pas payer Kodak pour affirmer quelque chose si ce n'était pas vrai. Ça, c'est la première photo qu'on a prise. On ne pouvait pas s'approcher de la maison. Ça, c'est la voiture du gardien de sécurité. Tout était assez improvisé parce que c'était encore tôt dans l'année. Ce n'était pas encore ouvert en tant que musée. La maison n'était pas ouverte au public. Ça, c'est la pierre tombale d'Elvis. Et ici, dans le coin, celle de sa mère. Cela prouve que la photo a été prise après le 16 août 77 et avant 79, l'année où son père est mort, parce que son père serait juste ici. Et ici, sa grand-mère Ménimée, en 80. Ça, c'est la photo que j'ai prise des gens qui marchaient avec
la maison qu'on voit à l'arrière. Et si on regarde ici, il s'agit de la même prise avec la chaise seulement. Donc ça montre que ce n'était pas la photo de quelqu'un assis sur une chaise. Il aimait bien cette chaise. C'était une de ses chaises préférées. Il s'est même parfois fait couper les cheveux dans cette chaise. Ça, c'est la vue qu'il aurait eue. Il nous aurait vus assis ici et les gens qui défilaient devant sa pierre tombale. Ça, c'est mon fils qui bloque l'entrée de la maison encore une fois. Et évidemment, la photo sur laquelle j'ai découvert la silhouette derrière la porte vitrée. Et est passé me voir un jour et m'a dit qu'il avait travaillé pour Elvis Presley et qu'il avait des photos qui pourraient m'intéresser. Eh bien, un jour, il est passé au bureau et il avait plusieurs photos d'Elvis Presley montant dans un hélicoptère qui, selon toute probabilité, était un hélicoptère du gouvernement. Et il y avait des hommes entourant Elvis qui montaient aussi dans l'hélicoptère et qui avaient l'allure conventionnelle de bien des agents du gouvernement avec blazer, écouteurs dans les oreilles et quoi encore. Et c'était une photo intéressante, bien que cette photo en soi n'était pas particulièrement suspecte, parce que tout le monde sait qu'Elvis travaillait en tant qu'agent de police honoraire pour plusieurs services de police à travers le pays. Et ce qu'il y avait d'intéressant ou de curieux à propos de la photo, c'est que cet individu prétendait que la photo avait été prise plusieurs heures après qu'Elvis soit supposément mort au Graceland Mansion. Alors j'ai examiné les photos avec une curiosité bien naturelle et par la suite, je me suis mis en tête d'écrire un roman. Et pendant que je travaillais à ce roman, j'ai été en rapport constant avec l'homme qui m'avait montré les photos pendant peut-être bien les 6 ou 8 mois que nous avons travaillé ensemble. Il a quitté le département et s'est absenté pendant plusieurs mois et je n'ai presque plus pensé à lui. Il avait les photos en sa possession et ce n'est pas moi qui les avais. Alors il n'y avait aucun moyen de vérifier la validité de la date de ces photos, bien qu'à l'époque je ne faisais qu'écrire un roman fictif et c'était inutile. Alors ce n'était pas important, d'après moi, de vérifier la date. Mais plus tard, en recueillant de plus en plus d'informations, j'ai décidé qu'il serait peut-être important d'essayer de trouver un moyen factuel de pouvoir vérifier la date à laquelle ces photos avaient été prises, parce qu'il s'agissait peut-être du plus grand mystère moderne de notre décennie. Alors j'ai essayé de recontacter cet individu. Après l'avoir rejoint, il a nié m'avoir un jour montré ces photos. Il a nié avoir jamais eu une affiliation avec Elvis Presley. Et ce que je lui ai répondu à l'époque, c'est « minute, je ne suis pas cinglé. Je me rappelle notre conversation et je m'en rappelle très bien. Et il faudrait que je vous rencontre pour vous parler de tout ça. Seriez-vous prêt à cela ?» Il a accepté. Il m'a donné une adresse et un numéro de téléphone où on pouvait le rejoindre. Et nous avons convenu de la date et de l'heure de notre rendez-vous. L'adresse que cet homme m'avait donnée était fausse. Et le numéro de téléphone qu'il m'avait donné, il l'avait inventé également. Et je n'ai jamais pu le rejoindre depuis ce temps-là. Je ne sais pas du tout où il est, ni où sont les photos en question. Mais ça s'est passé, ça j'en suis sûr. Je suis investigateur depuis les 10 dernières années des 18 ans que je travaille dans la police. Et je sais que mes facultés de perception et de raisonnement fonctionnent encore très bien. Et que je n'ai pas imaginé ce qui m'est arrivé. Un autre fait insolite s'est manifesté lorsque Gail Giorgio a entrepris des recherches sur l'implication d'Elvis dans les services d'application de la loi. Il a toujours aimé faire respecter la loi. Il avait travaillé en tant qu'agent cautionné par la police de Memphis. Il était rattaché à la police de Denver, je crois, au Colorado. La police de Denver, oui. Il était rattaché à... Oui, exactement. Alors, son intérêt pour la loi et l'ordre remonte en fait à plusieurs années. Et de plus, quand il fut nommé le jeune homme le plus remarquable d'Amérique par les Jaycees, c'était aussi pour son implication dans la lutte antidrogue. Alors, il était sincère en voulant obtenir une plaque. Et il a écrit une lettre à Nixon à bord d'un avion d'American Airlines et il a offert ses services en tant qu'agent spécial. Il disait que qu'à cause de ce qu'il était, il pourrait influencer des personnes que d'autres n'arriveraient pas à influencer.
Elvis a écrit cette lettre à Richard Nixon, président à l'époque, à bord d'un avion à destination de Washington, D.C. Monsieur le Président, d'abord, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Elvis Presley. Je vous admire et j'ai beaucoup de respect pour votre gouvernement. J'ai parlé au vice-président Agnew à Palm Springs la semaine dernière et lui ai exprimé l'intérêt que je porte à notre pays. Le monde de la drogue, les éléments hippies, le SDS, les panthères noires, etc., ne me considèrent pas comme leur ennemi, ou ce qu'ils appellent l'establishment. Moi, j'appelle ça l'Amérique, et je l'adore. Monsieur, je ferai tout ce que je peux pour aider notre pays. Je n'ai aucun intérêt ou motif autre que celui de servir notre pays. Alors je ne souhaite pas qu'on me donne un titre, ni qu'on m'assigne une fonction. Je serai plus efficace en demeurant agent fédéral spécial. J'aiderai mon pays, mais à ma façon, dans mes rapports avec des personnes de tous âges. Je suis d'abord et avant tout un artiste, et je n'ai besoin que des pièces d'identité fédérales. Je suis à bord d'un avion accompagné du sénateur George Murphy, et nous discutons des problèmes auxquels notre pays est confronté. Je séjournerai donc à l'hôtel Washington, chambres 505, 506 et 507. Je suis enregistré sous le nom de John Burroughs. Je demeurerai à Washington le temps qu'il faudra pour obtenir les pièces d'identité d'un agent fédéral. On m'a dit que si je comparais cette lettre à l'acte de décès d'Elvis, qui de toute évidence n'a pu être rempli, et je précise qu'après son décès, je constaterais qu'Elvis Presley a rempli et signé son propre acte de décès. Alors c'était incroyable comme information, je veux dire, c'est époustouflant quand on se met à y penser, ça n'a jamais été révélé, et je peux vous dire que c'est un membre de sa famille qui m'a demandé de vérifier cela. Gale a remis l'acte de décès et les lettres écrites par Elvis à Paul Wiest, un expert en graphologie spécialisé dans les enquêtes de falsification. Et un jour, Gale Giorgio m'a demandé d'examiner l'écriture d'Elvis Presley. Elle m'a apporté une copie d'une lettre adressée au président Nixon en 1970 et l'acte de décès, le rapport du médecin légiste au moment où sa mort a été déclarée. J'ai examiné ces deux documents et puis je les ai comparés. En mesurant l'inclinaison de l'écriture, l'espace entre les lettres, l'espace entre les mots, la grosseur des lettres et la façon dont chaque lettre était formée. Voilà. J'ai également fait des photocopies transparentes pour pouvoir prendre une photocopie et la superposer à une autre pour comparer l'écriture de près. Je les ai examinées à la lumière transmise sur une table de lumière. Les résultats de mon analyse m'ont révélé que l'inclinaison était identique sur les deux documents. La grosseur des lettres était la même. L'espace entre les lettres était le même et la forme individuelle des lettres était souvent la même. Ma conclusion à cet examen exhaustif a été qu'à mon avis professionnel, en tant qu'analyste de documents, la même personne qui a écrit la lettre au président Nixon a aussi rempli l'acte de décès d'Elvis Presley, le rapport du médecin légiste qui a constaté la mort d'Elvis Presley. Mais la question se pose toujours. Pourquoi Elvis aurait-il simulé sa propre mort? Serait-ce simplement pour ne plus se faire remarquer? Ou serait-ce peut-être, comme plusieurs le supposent, parce qu'Elvis était impliqué dans les affaires fédérales et celles de l'État, telles que la Drug Enforcement Agency, un service de lutte antidrogue. En 1970, Elvis a reçu une plaque du président Richard M. Nixon. Nous savons que ce n'était pas une fausse plaque, parce que, il y a eu un article de Jackie Anderson dans le Washington Post qui relatait la sermentation d'Elvis en tant qu'agent fédéral. Je crois qu'Elvis a expressément tenu à jouer un rôle discret d'agent du gouvernement, et ce pour des raisons d'efficacité. En agissant de la sorte, il est évident que... Maria Columbus a aussi effectué des recherches sur la vie d'Elvis. J'étais allée à Graceland et j'avais remarqué dans la chambre des trophées un certificat d'appréciation qu'Elvis avait reçu du gouvernement. Et alors j'ai écrit au bureau qu'il avait émis
Et je leur ai demandé pourquoi on l'avait donné à Elvis. C'était en 1982. Et j'ai reçu une réponse d'un certain monsieur Pritchett, oui, c'est ça. disant qu'Elvis avait servi de couverture à un agent de la brigade des stupéfiants de 1974 à 1976. L'homme était un musicien et se faisait passer pour un membre de son orchestre. Elvis a aussi eu des contacts avec le président Carter. Oui. Nous savons, d'après plusieurs biographies, que 2 semaines, si je ne me trompe pas, avant le 16 août, le FBI a organisé une conversation téléphonique entre Elvis et le président Jimmy Carter. Alors on sait qu'Elvis a donc eu des contacts étroits avec 2 présidents. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne crois pas que je pourrais obtenir un rendez-vous aussi facilement, et je crois que si je voulais parler, disons, au président Carter, je ne pourrais pas appeler le FBI en disant « acheminez mon appel, voulez-vous ?» Elvis avait ce genre d'influence, et puis il s'en servait de façon très officielle. C'était un agent fédéral, cela ne fait aucun doute. Je veux dire, j'ai lu 663 dossiers du FBI sur Elvis Presley, et sa vie était en danger. C'est clair dans les rapports du FBI. Il y a eu de sérieuses menaces d'assassinat proférées à son égard. Récemment, Gail Giorgio et moi avons examiné les documents du FBI obtenus par Gail. Selon ces documents, Elvis a fait l'objet de nombreuses menaces de mort. Certaines de ces menaces provenaient de personnages clandestins, et il était de notoriété publique qu'un agent secret se dissimulait parmi les membres de l'orchestre d'Elvis. C'est parce qu'il était affilié au service du gouvernement en tant qu'agent, parce qu'il recevait des menaces, et du fait que cet agent se faisait passer pour un membre de son orchestre, que nous avons été amenés à croire qu'il est fort possible qu'Elvis fasse partie d'un programme appelé le programme de protection des témoins. Mais comme je fais moi-même partie de la communauté chargée d'appliquer la loi, cela m'empêche par le fait même de miner les efforts de tout autre organisme d'application de la loi. Et cela m'empêche également de vous révéler la réponse à cette question que je sais être la vérité. Savent. Mais si Elvis était encore vivant, plusieurs questions demeuraient cependant sans réponse. C'est l'enquête de Monte Nicholson qui a contribué à éclaircir ce mystère. Une des questions que je me suis posée en faisant mes recherches pour mon livre L'arrangement Presley était que si Elvis avait en effet simulé son décès, comment ferait-il pour vivre? Il lui faudrait de l'argent. 3 faits se sont révélés quand j'ai entrepris des recherches sur la question. Mes sources me confirment qu'en mars 1977, environ 3 mois avant son décès, Elvis a encaissé 3 polices d'assurance vie d'un peu moins de 2 millions de dollars. Peu de temps après sa mort, fait numéro 2, il y a un compte de chèque privé, avec un peu moins d'1 million de dollars qui a disparu sans qu'on ait pu l'expliquer jusqu'ici. 3e fait, il reste encore une de ces polices d'assurance vie qui n'a pas été encaissée. Qu'est-ce que cela signifie en réalité? C'est très clair. On a acquitté les 3 polices d'assurance vie qui ont été encaissées. Ni plus ni moins. Il n'y a eu aucune fraude, voyez-vous. Ces polices d'assurance vie ont été acquittées par l'assuré lui-même. La 3e police, ou la dernière police, devrais-je dire, n'a pas été acquittée jusqu'à maintenant. Si un héritier vivant encaissait cette police, alors que la personne qui était assurée est encore en vie, là, on parlerait de fraude. Le compte de chèque, ça me dépasse. Il a disparu. 1 million de dollars disparu. Elvis serait-il encore en vie? La probabilité semble de plus en plus forte. Gail Giorgio et d'autres croient qu'Elvis est vivant et en santé, et qu'il demeure à Kalamazoo, au Michigan. Il y a un article qui est apparu dans le journal de Kalamazoo un peu avant le 16 août 77 qui affirmait qu'Elvis était venu à Kalamazoo incognito
Mais il avait été vu, et d'ailleurs il y a eu des tas de blagues là-dessus. On l'a vu au Burger King, dans des centres d'achat, etc. Et je ne sais pas si les gens l'ont vraiment vu ou s'ils ont pensé que c'était une blague ou s'ils ont cru le voir. Mais alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un appel téléphonique il y a quelques années d'une femme qui est nurse dans un hôpital de New York. Et elle m'a dit que Mohamed Ali avait été hospitalisé à cet endroit et que pendant son séjour à l'hôpital, un homme qui ressemblait en tout point à Elvis Presley était venu voir Ali. Maintenant, la plupart des gens savent que Mohamed Ali et Elvis étaient de très bons amis. Ils se voyaient de temps à autre. Elvis rendait parfois visite à Ali à son camp d'entraînement. Il n'y avait pas grand-chose à faire avec cette information car elle n'était pas vérifiable. Ensuite, il y a de ça, peut-être bien 2 ans, j'ai reçu un appel téléphonique et une lettre d'une femme qui venait de l'Ohio et qui disait avoir une copie du Cincinnati Post, et elle m'a dit que lorsqu'Ali avait quitté l'hôpital, c'était de l'UPI cet article, qu'en quittant l'hôpital, il était parti avec d'autres hommes. Ils étaient partis un jeudi soir en fait. Et un de ces hommes était Jesse Jackson. Il y avait un autre homme inconnu avec Ali et un 4e homme qui avait été capté par la caméra. Et sa figure était identique à celle d'Elvis Presley. Le négatif de cette photo a disparu, mais la photo avait paru dans le journal et puis je me suis arrangée, bien sûr, pour en avoir une copie. Alors, on l'a envoyée à des experts en analyse faciale et ainsi de suite, qui l'ont comparée à d'autres photos d'Elvis. Et ils m'ont dit que c'était bien lui. Vous savez, ils ont essayé de trouver des failles, mais sans résultat. Et ils mesurent tout, du nez aux lèvres, aux yeux. Et alors, ils m'ont confirmé que c'était bien Elvis Presley. Et en novembre 89, on a montré la photo à Ali et il nous a aussi confirmé qu'il s'agissait d'Elvis Presley. Et d'ailleurs, on a même montré cette photo à Billy Stanley, un des demi-frères d'Elvis, et lui aussi a confirmé qu'il s'agissait d'Elvis Presley. Alors, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est le lien qu'il y a avec Kalamazoo. On sait que Ali demeure en bordure de Kalamazoo. Il vit à Berrien Springs, mais il se sert du cachet de la poste de Kalamazoo, qui est toujours tamponné sur toutes ces enveloppes. Alors, vous voyez, quand on rassemble tous les faits, ceux qui l'ont vu n'avaient pas perdu la tête. En 1980, Maria a reçu un enregistrement d'un autre homme qui menait une enquête sur Elvis, Stephen C. Chances. La cassette contenait un enregistrement récent supposément fait par Elvis Presley. Gail Giorgio a décidé de savoir si cet enregistrement était authentique. Même si ça se voulait un monologue, ce n'en était pas un. Il avait eu une conversation téléphonique avec quelqu'un et la voix de la personne à qui il parlait avait été effacée. Mais j'ai finalement rejoint un expert en authentification des voix qui travaille pour le gouvernement au service d'un important service d'application de la loi au Texas du nom de L.H. Williams. Gail m'a envoyé une copie de la transcription de l'enregistrement de la personne inconnue qui faisait 4 pages en tout, et par la suite, je lui ai aussi demandé des copies d'enregistrements connus d'Elvis Presley. Et j'ai suivi les directives qui avaient été établies durant l'affaire du Watergate pour pouvoir identifier la voix enregistrée. J'ai choisi les mêmes mots et les mêmes phrases de la personne connue et de l'inconnu pour pouvoir les comparer. Bref. Ceci est l'échantillon connu de la voix d'Elvis prononçant le mot musique. Et voici un échantillon de la voix inconnue prononçant le mot musique. Les tracés qui se sont formés tombent dans la même gamme de fréquences, comme on le voit ici, ce qui indiquerait une correspondance. On peut donc dire que la voix connue d'Elvis Presley comparée à la voix de cet enregistrement est la même. Le contenu de l'enregistrement m'a appris énormément de choses sur cet homme, et plus je l'écoutais, et plus je prenais conscience de la sensibilité d'Elvis et de l'amour qu'il avait pour son prochain. Il disait des choses comme ceci. I started traveling all over the world, and it's been enjoyable, but it's been a constant battle among beards and this and that to keep them being recognized. Anyway, the first place that I wanted to see in Germany was a place called Wiesbaden. I don't know whether or not you've ever seen Wiesbaden before, but
place to get something to eat. And a waitress asked me what we'd like to have. And I said, I don't know really. What would you suggest? And she stood still. She just kept staring at me, and I started getting very nervous. At the time, I had a beard and I lost a few pounds. And I thought it would be very, very hard for anyone to recognize me. And then she asked me if I'd ever been to Germany in the past. And then I got more nervous. But she said, you know, I never forget a face. And then she said, I don't know how you did it. She said, I don't care how you did it. She said, I just hope that you're as happy as you made me tonight. Cette voix était bel et bien celle d'Elvis Presley. Cela signifie qu'il serait retourné en Allemagne, au même endroit où il avait servi dans l'armée américaine en 1958. Elvis, you don't get out of the Army until 1960. If rock and roll should diminish in popularity or even disappear, what would you do? Well, I would probably try acting. I mean, you know, I would try to make good as an actor, although it's a tough field to break into acting because you get so much competition. L'incorporation d'Elvis dans l'armée a brisé le cœur de plusieurs adolescentes. Then off for 18-month service in Germany. Assigned to the 3rd Armored Division, Private Elvis will drive a light truck. Le 27 novembre 1958, Elvis était promu soldat de première classe. 2 ans plus tard, au moment de quitter l'Allemagne de l'Ouest, il détenait le grade de sergent. Have 2 years of sobering Army life changed your mind about rock and roll? Sobering Army life? No, it hasn't. It hasn't changed my mind because I was in tanks for a long time, you see. And they rock and roll quite a bit. Après avoir écrit de nombreux articles et plusieurs livres, Gail Giorgio est encouragé par la réaction de ses lecteurs. À tout prendre, c'est très positif. Ce n'est qu'une pièce de plus dans une mosaïque extrêmement complexe. Et puis, c'est impossible, totalement impossible, de digérer toute cette information. On pourrait faire un documentaire de 10 heures, ce ne serait pas assez long. Je veux dire, il y a des enregistrements, des photos, des téléphones, des lettres manuscrites, des contacts avec le gouvernement, avec le FBI, et j'en passe. Vous savez, on peut continuer sans arrêt. Il y a tellement de choses. Vous savez, c'est assez époustouflant, mais parfois, ça m'embête parce que il y a des critiques qui ne veulent même pas prendre le temps d'examiner toutes ces informations. Si les critiques venaient passer quelques années à mon bureau, je peux vous assurer qu'ils ne le quitteraient pas sans se poser la question, est-ce qu'Elvis est encore en vie? Lorsque Ross Schaefer du Late Night a effectué un sondage,
Il a effectué un sondage et il a reçu 30 000 appels téléphoniques en réponse à la question « Croyez-vous qu'Elvis Presley est encore en vie ?» Et après qu'on ait montré aux auditeurs certaines des preuves, eh bien, il était ahuri, sidéré de rapporter que 84% des gens qui appelaient croyaient qu'Elvis Presley était encore en vie. Et en plus, ça a été le résultat de tous les sondages qui ont été organisés après qu'on ait révélé toutes les preuves. C'est incroyable, 84% des gens pensent qu'Elvis Presley est encore en vie. Un autre morceau du casse-tête est survenu sous la forme d'un appel téléphonique que Gail a reçu tard un soir. Le 10 octobre 1988, entre 2h30 et 3h du matin, j'ai reçu un appel téléphonique de la part d'un homme qui s'est identifié comme étant Elvis Presley. Et bien que mon équipement fonctionnait très mal, j'ai pu enregistrer tout cela. Yeah, I did. Well, you may have to help me out because a lot of people were. Don't you worry, people like you have been whole. You don't have a lot to laugh. I know. I'm going to have. I can sit back here, but you can sit there and say, well, I wish that was true. So I can sit back here and say, I know it's true. There's so many dramatic happens. Let's say, I know it's going to happen. All right, man, sir, and I start with, I hope on the lovely writing career and everything. Well, thank you. God bless you. It's great. Okay. You too. God will take care of us all. That's true. Whatever party deals us, we'll not to play it. That's right. God bless you, man. Well, thank Have a you. good night now. Elvis est-il vraiment encore vivant? Il semble y avoir assez de preuves à cet effet. L'écriture d'Elvis semble apparaître sur son propre acte de décès. Il y a des doutes concernant la dépouille d'Elvis, non seulement dans l'esprit de ses admirateurs, mais dans celui de son cousin également. Mais alors, à qui appartenait le corps dans le cercueil d'Elvis? Les rapports d'autopsie et les enquêtes officielles sur la mort d'Elvis semblent soulever plus de questions que de réponses. L'emplacement même de la tombe est suspect. Il a, à ce qu'on dit, été photographié à au moins 3 reprises après la date à laquelle il est censé être mort. Peu de temps avant sa mort, il a encaissé 2 polices d'assurance vie. Une 3e police n'a encore jamais été réclamée par ses héritiers. Serait-ce parce qu'ils savent qu'il est en vie et qu'ils veulent éviter une fraude d'assurance? Un compte de chèque d'1 million de dollars, des voitures, des bijoux et un jet privé ont disparu, soit un peu avant ou un peu après la mort d'Elvis. Elvis avait obtenu une plaque de service de lutte antidrogue et avait permis à un agent fédéral de se faire passer pour un membre de son orchestre de 1974 à 1976. Le King a-t-il été forcé de simuler sa propre mort en raison de son implication dans le Drug Enforcement Agency? Monte Nicholson soutient que cette hypothèse est la plus plausible. C'est en voulant protéger une personne intime, peut-être impliquée dans le trafic de la drogue elle-même, qu'Elvis a pu devenir victime d'extorsion lui-même. L'extorsion est le principal motif qui ressort de tous les rapports du FBI que nous avons étudiés. Et il est fort possible que si Elvis a agi comme témoin pour un service de lutte antidrogue, il ait été nécessaire de le protéger par la suite. Quant à savoir si Elvis a fait partie ou non du programme de protection des témoins, ni Monte Nicholson ni un autre enquêteur du nom de Paul Bishop ne l'affirmeront. Bishop, un vétéran du département de police de Los Angeles depuis 14 ans, ne dira que ceci. Dans ce type d'enquête, on sait que Elvis a eu de nombreux contacts avec la Drug Enforcement Agency, contacts qui étaient positifs, et qu'il était en faveur de l'application de la loi et qu'il leur a toujours offert ses services, et quels que soient leurs besoins. Mais quant à savoir s'il a fait de nos jours partie du programme de protection des témoins, même si je connaissais la réponse à cela, je ne vous dirais pas s'il est effectivement impliqué dans le programme parce que ça ira à l'encontre de tout ce qui a été fait pour le protéger. 13 ans se sont écoulés depuis la mort officielle d'Elvis.
Et pour un trop grand nombre d'entre nous, encore trop de questions demeurent sans réponse. Le dossier Elvis n'est pas encore fermé.